'Cause I believe in Luciani. Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Lutte avec Luciani Libre. Je me présente, je m'appelle Shani Roy. Luciani, si j'étais luchador. Alors, aujourd'hui, j'aimerais ça parler avec vous de quelques petites choses. Ça fait un bout qu'on ne s'est pas vu. J'avais une sinusite avec une autre infection. C'était le bordel. Ma voix était plus là. Donc, aujourd'hui, on parle. J'aimerais ça revenir sur le combat de Hell in a Cell que Drew McIntyre et CM Punk se sont livrés à Bad Blood. On va aussi parler de Rhea Ripley et des tag team matches chez les femmes dans la WWE. Et puis finalement, j'aimerais ça aborder le fiasco KO de Kevin Owens qui s'en est pris à Cody Rhodes en arrière de la caméra, mais devant les caméras. Musique d'intro. Wayne's World, méga tough, excellent. Alors, on commence en parlant de Smash de Bad Blood, Hell in a Cell, Drew McIntyre et CM Punk. Pourquoi je veux revenir sur ce match-là, premièrement? Parce que oui, c'était un bon match, je trouve. Mais au-delà d'être un bon match, j'ai lu en ligne que ça a l'air qu'il a été raté 5 étoiles, 5 stars, pendant que je contourne une bête sur la chaussée. Il a été, oui, c'est ça, 5 stars. Sur le coup, j'étais comme, ça a l'air qu'il n'y a pas beaucoup de matchs qui sont ratés 5 stars à travers les époques. OK? Puis, je me suis posé la question, est-ce que, sans connaître les critères, c'est un match que moi, j'aurais donné 5 stars? Puis, je pense que non, personnellement. Mais peut-être que si ça fait longtemps que vous suivez le feud entre Drew McIntyre et CM Punk, vous vous dites, OK, non, c'était une résolution parfaite à ce feud-là, puis que, ayant plus de backstory que j'en ai peut-être, vous pouvez comme dire, ah non, c'était satisfaisant à ce point-là. Mais ce qui m'a amené à venir aller voir c'était quoi un peu les critères, tu sais, qui font en sorte que les reviewers accordent ou non un rating de 5 stars à un match. Dans le fond, c'est ça. Puis, je vais vous faire part des critères que j'ai trouvés. Puis, on en parle un petit peu. Donc, on a dans les critères le selling. Donc, à quel point les lutteurs vendaient bien les coups qu'ils recevaient. On a aussi, ils disent impressive athleticism. OK, c'est de l'athlétisme impressionnant. OK, donc j'imagine, on s'entend qu'on parle de saut, de pirouette. Il ne parle pas exactement de Gower à ce moment-ci, là. Vraiment, il parle vraiment de l'athlétisme. Et finalement, ils nous disent le character play. Donc, à quel point est-ce qu'ils étaient bien dans leur caractère, dans leur personnage. Puis à quel point, dans le fond, c'était bien vendu à ce point-là également, sur ce plan-là. Puis, donc, il y a deux autres critères que j'ai vu qui rentrent en ligne de compte, mais avant de les mentionner, ça, c'est les 3 principaux qu'ils nous disent. Puis, moi, je sais pas, je trouve ça effectivement très subjectif. Et je me demande dans quelle catégorie rentre l'aspect extrême. Est-ce que c'est juste un point qui est par-dessus tous les autres critères? Quand je parle d'extrême, c'est que moi, je suis de ceux qui pensent qu'on peut donner un rating de 5 étoiles à un match qui on n'a pas vu de sang, nécessairement. Ou qui n'a pas vu de punaise étendue sur le ring.
ou qui n'a pas vu nécessairement un saut de par-dessus la cage jusqu'à par terre. Donc, en gros, ça n'a pas besoin d'être un match de Mick Foley contre Undertaker pour avoir 5 étoiles. OK? Cela dit, si on regarde beaucoup des matchs 5 étoiles qui sont ratés tels quels, on va observer beaucoup de ces critères, de cet élément-là, de ces éléments-là. On va avoir souvent des gens qui vont saigner, qui vont avoir des cascades extrêmes. Puis quand je regarde les critères, je vois, OK, selling, impressive athleticism, puis je vois character play. Puis dans ces 3 critères-là, je vois pas d'extrémisme puis de sang nécessairement. OK? Fait que oui, on pourrait le rentrer dans les 3 d'une manière ou d'une autre. Est-ce que de se faire saigner, ça rentre dans le selling? On pourrait arguer que oui. Est-ce qu'une cascade extrême peut rentrer dans l'athlétisme? Je sais pas. Ben, tu sais, oui, un peu, parce que peut-être tu fais un flip avant d'atterrir sur la table 15 pieds plus bas. Mais c'est davantage à quel point t'es téméraire que à quel point t'es athlétique. Qu'est-ce que vous en pensez? OK? Puis maintenant, le character play, ça, je trouve ça très intéressant comme point. Mais encore une fois, est-ce que le caractère extrême d'un combat rentre là-dedans? Pas tant. Donc, quand je regarde le match de Hell in a Cell à Bad Blood, je me dis que le character play est très bien joué. C'est très bien joué de la part des deux, avec le bracelet, qu'on veut faire CM Punk tomber dessus des beats par terre, mais que finalement, CM Punk les ramasse, les fait manger à Drew McIntyre. Tu sais, je veux dire, ils sont vraiment dans leur personnage, ils sont vraiment dans le storyline. Chapeau pour ça, franchement. CM Punk, je l'aime bien. Je l'aime bien, CM Punk. Ça a l'air qu'il a un ego démesuré, là, mais tu sais, tant que j'ai pas affaire à lui personnellement, I guess, moi, je fais juste profiter du spectacle. Donc, j'aime bien. Drew McIntyre également, un excellent lutteur. Bon, rien à redire par rapport à leur personnage, à leur character, donc très bien joué. Impressive athleticism. Je le sais pas. Oui, impressive. Surtout dans le cas de Drew McIntyre, impressive, saigne en Dieu toute licence, en est un qui semble être un des plus forts musculairement et puis une brute là, solide. Au niveau des pirouettes, pas tant, mais quand même. Bon. Donc, athlétique. CM Punk, il est impressionnant de sa durabilité, I guess. Je veux dire, quelqu'un qui est capable de se battre à ce niveau-là, à l'âge qu'il est rendu, c'est impressionnant. Parce que moi, je regarde Chris Jericho à AEW, puis on est à des années-lumière là, de CM Punk. Là. Donc, CM Punk là, qui sont capables encore de se battre à ce niveau-là, à cette intensité-là, à l'âge qu'il est rendu, c'est quand même extraordinaire. Donc, je pense que oui, je le rentrerais dans l'athlétisme. Mais dans le selling, si on rentre les segments dans l'équation, je veux dire, oui, le selling est extraordinaire. Mais en dehors de ça, il était très bon aussi. Quand il se faisait cogner par le coffre à outils, il restait sonné avant de se relever. Puis, je veux dire, ça, c'est crédible à ce niveau-là. Mais, puis non seulement c'était crédible, parce que là, si M. McIntyre m'écoutait, il me dirait que c'était bien mieux de dire que c'était crédible, parce que j'ai vu une photo, puis ça a l'air qu'il y a eu besoin de 15 à 20, non pas points de suture, mais des broches sur la tête pour arrêter les saignements puis le guérir.
des coups qu'il a reçus. Et particulièrement des coups de coffre à outils qu'il a reçus sur la caboche. Donc, des fois qu'il écoute mon podcast avec un interprète ou avec les sous-titres en anglais, je vais absolument dire que le selling était extraordinaire. Voilà. Maintenant, deux autres points que j'ai vus qui rentraient en ligne de compte pour déterminer si on pouvait donner un 5 étoiles ou pas à un match. Je l'ai regardé avant parce que j'ai sûr de bien les dire. Là. On nous dit, je sais que je les ai écrits, le match finish, la façon que le match se termine, puis le crowd reaction. Donc, moi, je suis d'accord avec les deux critères. Parce que si tu vends bien ta salade et que tu joues bien ton personnage, tu devrais être en mesure de jouer avec la réponse du crowd. Et quand tu vois que tu as une bonne réponse du crowd, ben, tu continues un peu plus longtemps. Tu comprends le move que tu fais. Donc, il y en a qui pourraient dire, ouais, mais t'as pas tellement le contrôle sur le crowd reaction. Puis je suis pas tant d'accord avec ça parce que il faut que tu sois capable de saisir les exclamations puis d'appuyer sur celle-ci pendant que tu fais ton combat pour pouvoir en recevoir davantage. Puis ça, je pense, ça joue dans le selling, dans le character. Absolument, absolument, absolument. Ton crowd reaction, très bon crowd reaction pendant le Hell in a Cell de Bad Blood. Donc, ce qui nous mène à le match finish. Ben oui, le match, je pense que c'était un beau finish. Surtout au niveau du storyline avec les beats. Pas nécessairement extraordinaire au niveau du move final, mais c'était plus un marathon qu'un sprint, comme sont souvent les Hell in a Cell. Donc, à cet égard, je pense que le finish était bien. Qu'on retourne les petites beats sur le plancher qu'on voulait blesser CM Punk avec à les faire manger à Drew McIntyre. Superbe finish. Donc voilà, c'était les 5 étoiles de ce combat. Est-ce que vous êtes d'accord? Croyez-vous que c'était un match qui méritait 5 étoiles? Il y a une partie de moi qui pense qu'on a donné le 5 étoiles un peu parce que CM Punk risque de plus se rebattre de cette manière-là, ever. De son propre aveu. Puis donc je me dis c'est quasiment un peu un honneur qu'on veut lui faire, à la limite, avant qu'il prenne sa retraite, ou qu'il prenne sa retraite de ce genre de match. Mais c'est pas un honneur volé. C'est un honneur qui peut-être joue dans la balance, mais qui n'est pas le seul argument en faveur d'un match 5 étoiles, selon moi. What do you think? Passons à notre deuxième point aujourd'hui. Je voulais parler de Rhea Ripley puis du match qui a eu lieu à Raw cette semaine. J'ai trouvé ça tellement une bonne idée de matcher Rhea Ripley dans un combat de tag team. Dans le fond, contre Liv Morgan et Raquel Schultz-Binoche avec Tiffany Morgan. Miss Money in the Bank. J'ai tellement trouvé ça bon. Mais tu sais, Tiffany Morgan, là, elle est tellement genre zimberette, pour reprendre l'expression de Québec. Elle est tellement fille. Hein, elle est tellement girly. Puis Rhea Ripley, elle est féminine, mais elle est pas mal plus menaçante et impressionnante et crédible dans son rôle au niveau de championne. Fait qu'elle va pouvoir finalement battre Liv Morgan, la crosseuse, avec son crosseur de Dominic Mysterio.
À chaque fois qu'elle se bat pour reprendre sa ceinture, moi, je me dis, calé, c'est mieux de le revoir à soir, tabarnak. L'autre, mais elle l'a dit, Liv Morgan, hein, moi, je sais que je te battrai pas avec ma force, je vais te battre avec, elle dit avec son intelligence, mais entre vous puis moi, c'est avec le fait qu'elle est ratoureuse, puis que, she's a rat. Mais, au final, ça donne un bon spectacle, fait que, ça me dérange pas qu'elle tire la sauce, parce que j'ai hâte qu'elle reprenne son titre, et qu'elle gagne ce match contre Rhea Ripley éventuellement, ce qui est inévitable. Et ce que je voulais dire par rapport à ça, au-delà du fait que c'était un idée de génie, je trouve, de matcher Tiffany Stratton. J'arrête pas de dire Morgan depuis le début. I'm so sorry about that. Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Super fun. En plus, Tiffany Stratton, elle a bien défendu son nom parce que on voit les moves de gymnastique qu'elle fait au début pour éviter tous les coups, puis c'est vraiment le fun, c'est vraiment impressionnant. C'est le fun de la voir s'émanciper du joug de son ogre qui est Nia Jackson. Hein, on l'a vu, ça a été joué un peu dans Story aussi là, récemment, comment elle est un petit peu le chien de poche là, de Nia, puis qu'on veut vraiment la voir. Ben, on commence à la voir qu'elle veut prendre son autonomie vis-à-vis elle en tant que lutteuse. Donc ça, c'est trouvé ça le fun. J'ai trouvé ça le fun de la voir non seulement être matché avec Rhea Ripley, mais défendre son nom puis de se battre d'une manière qui n'était pas un boulet à Rhea Ripley comme on aurait pu le penser à la base. Ce qui me mène à dire que on a vu récemment, ben, tu sais, Bianca Belair puis Jade Cargill, qui sont toutes les deux les championnes au niveau tag team en ce moment, qui d'après moi devraient le rester longtemps. Tu sais, je trouve qu'ils sont tellement un duo extraordinaire, ils sont tellement bonnes. Leur personnage est tellement réussi. Comme je me dis, faites-les garder leur ceinture quand même longtemps, tu comprends? Mais parmi les opposants dignes de ce nom, il n'y en a pas énormément, tu sais. Cette semaine, on les a fait se battre contre Damage Control. J'ai bien aimé ça. Je trouvais que c'était un match qui leur rendait honneur, qui n'était pas en dessous de leur niveau. Puis c'était comme un match-up respectueux vis-à-vis la ceinture qu'ils défendent. Tandis qu'il y a d'autres match-ups qu'ils ont essayé. Bon, c'est normal, hein? Il faut qu'on fasse un petit peu de temps d'écran au nouveau duo, au up-and-coming duo féminin. Mais des fois, c'est clair, c'est depuis le début que c'est qu'ils font pas le poids, c'est des challengers. Donc, ce que j'aimerais voir, ce qui serait vraiment hot, ça serait si on pouvait trouver un vrai partenaire ou une vraie partenaire à Rhea Ripley, qui pourrait être Tiffany Stratton. Si on continue de jouer sur cette lignée-là, parce qu'elle s'est bien défendue, pourquoi pas, ça pourrait faire un contraste amusant et intéressant, mais ça pourrait être quelqu'un d'autre aussi. J'aimerais ça voir Rhea Ripley avec une autre lutteuse s'en prendre à Jade Cargill puis Bianca Belair, puis à ce moment-là, je dirais, hey, je sais pas qui gagnerait, tu comprends? Je trouve que ça serait vraiment un match qui, pendant que je passe par-dessus la rivière Bel-Air, justement, ça serait vraiment un match qui, moi, m'intéresserait de savoir qui gagnerait. Bon. En terminant, je passe à mon dernier point. Celui où on a passé de... ben, tu sais quoi, man? Je vais le garder pour une autre fois, ce point-là. C'est vraiment fantastique, la job qu'ils ont fait, la WWE, pour faire turn Kevin Owens en tant que heel avec les médias sociaux de la façon qu'ils l'ont joué. Mais je garde ça pour un autre épisode parce que j'aimerais bien en parler plus longuement
Donc, merci d'avoir été là. C'était Luciani Libre. Half luchador, half guéri. On se voit à la prochaine.